je me présente, je suis Jean-Louis Godfred, coordinateur CFDT sur le groupe Vivarté. Certains d'entre vous me connaissent bien et je pense qu'il est aujourd'hui temps que les autres mettent un visage en fait sur la personne qui gère la page Facebook CFDT. Toujours important de savoir qui est derrière. Je tenais d'abord à me présenter, donc je vous dis, je coordonne les équipes CFDT sur le groupe Vivarté. Je suis en même temps délégué syndical central sur la compagnie européenne de la chaussure et accessoirement juge prud'homal depuis plus de 20 ans. Donc j'ai des notions de droit social. Mais enfin, le fait n'est pas là, ce qui vous intéresse surtout. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, c'est d'arrêter aujourd'hui dans une sorte d'interview en fait, que je me ferai à moi-même, où on en est, ce que l'avenir nous réserve et d'où ça vient. Donc la première question, vous avez eu le reportage hier sur France 2, reportage très court. Et en fait, je me suis dit qu'il serait intéressant que nous-mêmes, on essaye de relayer un petit peu notre vision des choses, les salariés de Vivarté, pour d'avoir touché un maximum de personnes sur notre situation. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça n'intéresse pas grand monde. Ça fait 2 ans et demi, voire 3 ans que les sociétés tombent les unes après les autres, qu'on est pris dans un engrenage où, par ces fonds qui spéculent en fait sur nos dos, qui nous ont rachetés il y a 2 ans et demi, et qui viennent se faire de l'argent qui n'intéresse personne. Donc, antérieurement, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce quid aujourd'hui, quelle situation groupe Vivarté, c'est-à-dire où on en est, et qu'est-ce qui s'est passé depuis la prise de contrôle de ces fonds de pension que sont Oaktree, Alcentra, Babston, le pôle dirigeant en fait, du groupe Vivarté. Quelle stratégie depuis 2 ans et demi ils ont mis en place, et pourquoi on en est là aujourd'hui? Ma première question, c'est donc antérieurement, depuis leur arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on s'aperçoit que c'est des fonds d'abord très peu entrepreneuriales, et ce n'est pas leur vocation. Leur vocation, c'est de faire de l'argent le plus vite possible, il faut s'éclairer sur ça. Ils ont réussi à prendre le contrôle de Vivarté en rentrant au capital, quand le groupe en fait, a effacé sa dette de 2 milliards d'euros. En fait, ils ont fait un putsch sur Vivarté, et ils en ont pris le contrôle. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que non seulement ils financent le groupe en partie, donc il y a le côté banquier, et l'autre côté, ils le dirigent, c'est-à-dire qu'ils mettent à la tête des entrepreneurs. Quand je vais vous expliquer la suite, vous comprendrez pourquoi justement il y a eu tant de patrons, de PDG qui se sont suicidés, et pourquoi aujourd'hui, Vivarté, on n'a aucune vision, et il n'y a aucune, en fait, on n'a pas de vision sur notre venir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de capitaine, et ça depuis longtemps. Ces groupes, qui sont-ils et quel est leur objectif? Donc j'ai dit premier objectif, faire de l'argent rapidement. Pour faire de l'argent rapidement, quand la dette a été effacée, les 2 milliards d'euros par Marc Lelandais, il restait 800 millions d'euros en fait de dette effective sur le groupe Vivarté. Donc de quoi stabiliser, une dette encore lourde, mais de quoi stabiliser, repartir. Donc là on remonte à 2 ans et demi. Ces gens qui sont spéculateurs, la première chose qu'ils ont fait, donc ils ont pris contrôle le pôle de la direction de Vivarté, ils se sont prêtés à eux-mêmes 500 millions d'euros. Mais ils se sont prêtés 500 millions d'euros à eux-mêmes avec des intérêts récurrents de 11%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 2 ans et demi après, ces 500 millions d'euros qu'ils se sont prêtés eux-mêmes, qu'on appelle dette première, c'est-à-dire une dette en fait qui passe devant toutes les autres dettes en remboursement, elle génère déjà en 2 ans et demi 200 millions d'euros supplémentaires de bénéfices en fait. C'est les intérêts qu'ils s'octroient eux-mêmes. Donc plus cette dette dure sur le temps et plus ils se goinfrent d'intérêts. Ils ont mis à la tête, il y a 2 ans et demi, de ce groupe qui demandait à être restructuré, Richard Simonin. Donc Richard Simonin, sa vocation c'était d'abord de restructurer parce que la machine était lourde, et c'était de remettre ce groupe en état de marche. On connaît la suite, il a restructuré donc Koukaï, André, Defimode, Allo Vêtements, c'est les 4 PSE qu'on a eu durant ces 2 années et demie, et qui ont coûté pas loin de 1800 à 2000 salariés, c'est-à-dire que c'est pas anodin non plus. Et tout ça sans que, bien sûr, aucun politique ne bouge de petit doigt ou se questionne sur ce qui se passait chez Vivarté. Entre-temps, il s'est séparé d'Accessoires Diffusion. Donc ce pôle de spéculateurs qui trouvaient que les choses n'allaient pas assez vite parce qu'ils voulaient très vite faire de l'argent, se sont séparés de Simonin en lui disant clairement, ils demandaient à Simonin de passer à de la vente d'actifs, c'est-à-dire à la vente d'entreprise, et Simonin leur a expliqué que s'il passait à la vente et s'il continuait à avancer comme ça, il n'y aurait plus de groupe Vivarté, donc le groupe ne se relèverait jamais de ça.
Donc devant la position de Simonin, Octrui, par Birden, Donald de Birden, qui est en fait jugé parti, c'est-à-dire qui amène des fonds, qui est le premier à amener les fonds, mais qui est aussi le premier décideur à mettre en place des PDG et à pouvoir les virer sur un claquement de doigts devant l'analyse de Simonin. Il s'est décidé à mettre à sa place Stéphane Macaire. Stéphane Macaire, on lui a vendu un rêve. On lui a dit, mais écoutez, voilà, ce qu'on vous demande, c'est de nous proposer un plan à moyen, long terme, et de faire en sorte que ce groupe marche. Donc Stéphane Macaire a proposé un premier plan. Son premier plan a été refusé par ses fonds. C'est d'ailleurs assez marrant parce qu'ils l'ont cassé, ils ont été le chercher, ils ont refusé le premier plan. Donc il a proposé un second plan, mais toujours sur du moyen long terme. Ce deuxième plan a été refusé une nouvelle fois. Et Stéphane Macaire, ouvrant les yeux et voyant que ce qu'on lui avait vendu c'était du rêve et que en fait, en définitive, ce qu'il voulait c'était dépecer ce groupe, a présenté un troisième plan, mais en même temps a saisi par mandat ad hoc, c'est-à-dire a saisi le tribunal de commerce, en prévenant aussi Bercy, attention, moi je me refuse à aller plus loin, la dette est lourde, je demande un nouvel écrasement de dette, parce que autrement ce groupe va mourir. Et ça lui a coûté sa place. Les actionnaires, donc, qui sont Octrui, Actes Central, les premiers actionnaires, voyant ça, ont décapité du coup Stéphane Macaire et viennent d'aller nous chercher Patrick Puy, spécialiste. Alors Patrick Puy, c'est un personnage, hein, c'est un monsieur qui est spécialisé dans le démantèlement de groupes tels que le nôtre, un démantèlement rapide. Son job à lui, c'est un boulot de mercenaire, c'est de faire du pognon, que ses actionnaires se retrouvent, qu'ils fassent du pognon le plus rapidement possible. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Le plan Macaire a continué quand même à s'appliquer. Aujourd'hui, Patrick Puy nous dit clairement, écoutez, moi je suis pas là, je suis là pour suivre le plan de Stéphane Macaire. On m'a nommé pour ça. En fait, Stéphane Macaire, c'est juste un problème de comportement avec les actionnaires. Donc bon, il y a des interrogations quand même, parce qu'il est là pour justement appliquer le plan de Stéphane Macaire, qui n'a jamais été, à aucune manière, validé par les actionnaires. Donc ça, c'est la première interrogation. En attendant, Stéphane Macaire, son plan, c'était, et c'est acté aujourd'hui, donc c'est la vente de Koukaï, la vente de Chevignon, la vente de Patogaz. C'est pour se faire de l'argent, vendre Fosco et Mercal en Espagne. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est acté. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 3 entités en vente, Chevignon, Patogaz, Koukaï. Compagnie Vosgienne de la chaussure est vendue. Et Mercal et Fosco, l'Espagne qui marche bien, restent en vente et va être vendu. Donc vous voyez que déjà le groupe Vivardet a réduit grandement sa voilure. Mais ça, c'était le plan de Stéphane Macaire. Donc Patrick Puy, lui, il nous réserve autre chose. Alors après, c'est mes convictions à moi. Entre ce qu'ils disent, c'est-à-dire on suit le plan de Stéphane Macaire et je vais vous faire, ça va être du virtuel, je vais vous dire les plans secrets en fait d'Octrui et d'Alcentra, les deux fonds qui nous intéressent et qui détiennent le groupe. Alors, ça va être cru, ça va être direct, hein. J'espère que c'est utopiste, j'espère que je me trompe, mais ça nous amènera après à nous poser certaines questions. Pour moi, aujourd'hui, Patrick Puy est là, ils ont 500 millions de dettes premières. Ils ont 200 millions d'intérêts qu'ils veulent récupérer le plus vite possible. Donc eux, de toute façon, ils savent que cette dette prioritaire passera avant tout le reste. Donc s'il y a démantèlement du groupe, les premiers services, ce sera eux. Et ils veulent se faire de l'argent encore plus vite. Hein. Et donc l'idée que j'ai et qu'on défend nous à la CFDT, et c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme, et c'est pour ça qu'on interpelle les médias, qu'on essaye d'avoir les politiques, c'est que leur plan secret, c'est de dire comment peut-on se faire de l'argent rapidement. Première question, c'est qu'est-ce qui nous reste en immobilier? Donc vous retrouvez en immobilier avec plus grand-chose, quelques magasins, quelques fonds de commerce, et vous avez surtout 2 logistiques dont les murs leur appartiennent encore, donc celle de Châteauroux, celle d'Issoudun, les 2 logistiques à l'Eau-Vêtements et à l'Eau-Chaussure. Donc c'est des murs qui leur appartiennent, donc des murs qui, s'ils sont vendus, l'argent leur rentrera directement dans les poches. Donc là, on a déjà acté le fait que Mercal Fosco, c'est de l'argent cash qui va leur rentrer dans les poches. À chaque fois qu'il y a une vente, en fait, et ça c'est établi contractuellement, les 2 tiers de la vente revient aux actionnaires. Et seulement 25% restent à réinvestir dans le groupe. Donc la situation, c'est qu'ils ont intérêt à vendre pour ramasser rapidement. Donc,
Pour nous, le plan secret de ces gens, c'est de dire vendons les 2 dépôts, de la logistique à l'eau chaussures, à l'eau vêtements. Il y a plusieurs raisons et vous allez comprendre pourquoi. Parce que d'abord, le fruit de la vente des bâtiments le rapporte directement. En externalisant les logistiques, en les revendant à des logisticiens de métier, on est plutôt bien situé, donc ils ne paineront pas à vendre. Ils se débarrassent aussi du côté social, c'est-à-dire qu'ils vendent les salariés avec. Donc après, c'est aux logisticiens de se débrouiller avec ses salariés. Je peux vous assurer que la casse va être lourde, c'est-à-dire que la logistique quitte le groupe. Et puis, donc vous avez l'aspect social, c'est-à-dire qu'on ne gère pas au niveau du groupe. Vous avez les liquidités qui reviennent. Et puis l'externalisation, c'est-à-dire comme ils sont là à court terme, ils peuvent passer un plan avec ces logisticiens en leur disant clairement on vous baisse le prix des dépôts, vous nous donnez tant, mais par contre, pendant un an et demi, vous nous faites une logistique gratuite. Donc, c'est peut-être utopiste. Mais c'est l'idée que nous, on défend, et c'est pour ça qu'on tire cette sonnette d'alarme. Donc, vous avez cette partie-là, et la partie, pour continuer sur la halle, qui fait que, se débarrassant de la logistique, regroupant la halle aux vêtements et la halle aux chaussures, il ne restera plus qu'un grand parc magasin. Et un grand parc magasin qui s'étale sur toute la France, ça peut intéresser un tas de grands groupes, alors pour faire du vêtement, de la chaussure, ou même pour faire de l'alimentaire, que ce soit Carrefour, que ce soit Printemps Pinot La Redoute, l'ensemble des magasins peut être acheté, ils ont leur propre logistique, donc le plus dur qui aurait été à gérer pour eux, c'est la logistique. Donc ça, c'est pour le côté halle aux vêtements, le plus gros. Après, qu'est-ce qu'il rapporte encore dans ce groupe? Vous avez Carole et vous avez Minelli, San Marina. Donc ça, c'est 3 entités qui peuvent se revendre, sur lesquelles ils peuvent faire de l'argent, et rapidement. Pourquoi? Parce que ils sont encore en EBITDA positif, ils rentrent encore de l'argent. Et donc ça, c'est le plus gros du plan aujourd'hui, et le plan que nous défendons en disant que Patrick Puy est là pour ça. Après, pour le reste, c'est simple. Si le mandat ad hoc ne va pas au bout, on passera dans une procédure dite de conciliation. La conciliation, c'est essayer de mettre les parties d'accord avant d'aller à un dépôt de bilan. Dépôt de bilan, après, c'est la vente par appartement, mais de toute façon, il ne restera plus rien de ce groupe. Donc, ils auront récupéré un maximum d'argent sur ce groupe, et le reste, après, ils pourront s'en débarrasser, que ça sera racheté une misère, c'est plus leur souci à eux. Donc, aujourd'hui, l'hypothèse que nous défendons est celle-là, connaissant la personne de Patrick Puy qu'ils ont mis en place et connaissant ses fonds. Alors je mets énormément de guillemets là-dessus parce que c'est utopique, hein, entre guillemets. Il y a des vérités derrière. Je connais très très bien ce groupe. Je suis coordinateur depuis quelques années quand même et je suis passé par Plaça, par Simonin, par Lelandais et aujourd'hui j'ai Patrick Puy face à moi. J'espère me tromper, mais il y a un énorme risque que je sois dans le vrai. Alors, que peut-on faire par rapport à ça? Nombre d'entre vous s'inquiètent, nombre d'entre vous... Alors, on nous lit à plusieurs options. C'est-à-dire, moi, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est que les syndicats prennent leurs responsabilités. Je pense qu'on le fait, globalement. On le fait de différentes manières, mais on le fait. Nous, on a choisi l'option de montrer du doigt, c'est-à-dire via les médias, Octree, Alcentra, parce qu'on pense que c'est que comme ça qu'on les déstabilisera. Ils ont un autre business à côté, et les montrer du doigt, ça peut leur casser leur business à côté. Donc ça pourrait nous permettre qu'ils se retirent rapidement avant d'en arriver à ce que je vous ai dit avant, et laisser rentrer d'autres fonds qui sont plus moyen-termistes, plus long-termistes, donc ce qui nous permettrait de reprendre un équilibre normal et de repartir, parce que le bateau Vivarte, c'est encore un beau bateau. Donc ça, c'est l'option première que nous avons choisie. Donc on va continuer massivement et on a espoir qu'à un instant, à un moment, un politique prendra ses responsabilités. Il en suffit d'un pour que les autres suivent derrière et se posent les bonnes questions. Vivarte, c'est 17 000 salariés français. On en a déjà tué 2000. Je pense que vous êtes des citoyens à part entière, on est des citoyens à part entière, on paye nos impôts comme tout le monde. Et ce qui me scandalise le plus dans cette affaire, c'est, bon, il y a le côté fonds vautour, qui viennent dépouiller d'abord un beau groupe leader dans son domaine, l'équipement à la personne, un groupe français avec des salariés français, et c'est un fonds américain. Mais je pense que ce qui me sidère encore plus, c'est ce silence étouffant de nos responsables politiques pour qui on vote, pour qui on paye leur salaire, et qui, à aucun moment, et même encore aujourd'hui, ne bougent.
Donc